Bonjour à toutes et à tous. Je tiens avant tout à vous remercier tous de vous joindre à cet événement. Pour me présenter brièvement, donc, moi, je suis Stéphanie Hervier, je suis la cofondatrice et directrice générale de Medavise. Et Medavise, en fait, on est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est organisation, coordination des soins à échelle territoriale, ce qui inclut, ce qui fait que nous naviguons dans l'univers de la e-santé, et notamment de la télémédecine. Pourquoi est-ce qu'on a voulu organiser cet événement? En fait, ces 12-18 derniers mois, on s'est vraiment interrogé parce qu'il y a eu énormément de mouvements, notamment avec l'étranger, sur notre secteur. Deux types de mouvements principaux, c'est que d'un côté, il y a eu des acquisitions notamment d'entreprises de téléconsultation médicale, que ce soit Teladoc, qui est un géant américain qui a acquis Médecins Directs il y a quelque temps, que ce soit l'entreprise britannique Health Heroes qui a acquis Care. Il y a eu également des levées de fonds vers des investisseurs étrangers. Par exemple, Alan, si je prends la e-santé au global, qui a levé des fonds auprès de fonds étrangers. L'ensemble de ces mouvements, ça nous a interrogés. On s'est dit finalement, est-ce que la e-santé française, elle doit forcément s'appuyer sur des acteurs étrangers? Est-ce qu'on peut créer des champions français? Ça pose aussi deux questions finalement. C'est est-ce qu'il y a des acteurs, fonds industriels en France, qui peuvent et veulent se positionner sur le sujet? Ou alors est-ce que ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui assez naturellement vont se tourner vers ces modes de financement à l'étranger? Et puis finalement, la question en lien, c'est aussi toute cette question du modèle de soins à la française, du parcours de soins à la française, le rôle unique de l'assurance maladie dans le système de soins français. Donc c'est sur la base de ces questions qu'on a décidé d'organiser cet événement, de vous inviter toutes et tous. Je remercie Denis Silber qui a accepté de prendre le rôle d'animer, de gérer, de faire échanger aussi les invités de cette table ronde. Donc Denise, je vous laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup Stéphanie. Je trouve vraiment excellent que Stéphanie Hervier ait eu l'initiative de nous faire parler de ce sujet parce que cela fait longtemps que l'on observe une sorte de conflit entre en effet la notion de la santé, sa souveraineté, le système de santé à la française, et de l'autre côté, la mondialisation. Et je voulais juste citer un chiffre qui est le fait que les licornes, donc les sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sont environ 650 dans le monde. Et ces licornes sont partagées entre une dizaine de pays. Et donc, la grande majorité est en effet américaine. Il y en a 336 au dernier compte. Et le deuxième pays, c'est la Chine, avec 137. Et à l'intérieur de cela, la santé est une toute petite partie. Il y a 49 licornes en santé. Et donc, évidemment, la majorité va aussi être américaine, d'où la situation citée par Stéphanie. Et il y a seulement une dizaine de ces licornes en santé qui sont en Europe. Donc, ce sera un débat intéressant. Et je vais inviter tout d'abord Chara Loafi de la BPI, qui est la fondatrice du Fonds Patient Autonome dédié à la santé numérique. Chara, nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir puisque vous avez une vingtaine d'années dans ce domaine appelé le private equity en bon français, à travers plusieurs entreprises. Vous réalisez des investissements dans une quinzaine d'entreprises et vous siégez au conseil d'administration de plusieurs sociétés françaises. Donc, Chara, comment vous répondez à la question posée pour ce débat, l'e-santé française est-elle condamnée à l'exil? Merci Denise, merci à tous de m'avoir invitée. Je vais vous partager avec vous en fait mon regard d'investisseur en fait en capital, mais aussi avec ma sensibilité pour l'innovation française. Alors, juste un petit zoom en fait. Quand on observe en fait la e-santé, il y a 3 types d'innovation.
Il y a premier type d'innovation, c'est une innovation purement numérique, qui a un modèle en fait de croissance qui est tout de suite assez rapidement global. Et global veut dire en fait beaucoup de capital. Il y a peu en fait de frottement avec la donnée, et donc on peut avoir en fait un développement en fait assez rapide. Donc beaucoup de capital. Deuxième type d'innovation, c'est une innovation en fait du type thérapie digitale. Donc là en fait on a un chemin extrêmement régulé, un modèle économique qui est assez, on va dire, de remboursement. Et il faut donc du coup un essai clinique assez important, donc des fois plusieurs, pour prouver en fait, on va dire, la supériorité de l'effet thérapeutique. Et donc du coup du capital, parce que voilà, pendant à peu près 3 ans, la société n'a pas de rémunération du tout. Troisième type d'innovation, et dernier, c'est l'innovation de parcours de soins. Il y a quelques frottements avec la donnée, et le gros enjeu, en fait, c'est la conduite du changement. On touche à un impact organisationnel, aussi de modification aussi de la prise en charge de l'acte médical, donc nécessité de capital, le temps de cette transformation. Donc, il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'argent pour pouvoir en fait transformer sur les 5 prochaines années ces sociétés qui sont extrêmement jeunes en leader. Voilà. Et qu'est-ce que nous a appris la crise? La crise est un formidable, la pandémie que nous vivons, un formidable, on va dire, accélérateur. Il faut absolument en profiter. Ça veut dire en fait accélérer les business plans. Ça veut dire aussi faire des acquisitions pour prendre assez rapidement des positions, on va dire, des positions compétitives, parce que c'est de ça dont on parle. Pivoter également, donc faire de la croissance externe, etc. Et donc, il y a besoin aussi de capital pour accompagner cette vitesse, cette croissance. On parle en fait de start-up. C'est de ça qui nous anime. Des sociétés en fait qui sont capables on va dire, de produire des cash flows sur le long terme. C'est ce qu'on appelle l'hypercroissance. C'est ce qui intéresse en fait les investisseurs en capital. Et donc, du coup, pourquoi ouvrir son capital à des tiers? Parce que c'est ça qui est intéressant. D'abord, en fait, parce qu'il faut pouvoir valider que les investisseurs de la première heure, donc en général, investisseurs qui sont du pays domestique, du territoire, du premier marché, ont eu raison. Et donc, l'entre-soi est extrêmement dangereux. On est là pour créer en fait des leaders, c'est ce qu'on dit, ça veut dire en fait des sociétés qui sont capables de rayonner mondialement. C'est pas sur juste le territoire sur lequel en fait on agit. Donc avoir en fait d'autres investisseurs en capital qui entrent, ça permet en fait de dire qu'on a eu raison. Ça c'est la première chose. Ça permet aussi pour le pays, parce que ce que je vous disais en fait au début, c'est que j'ai une sensibilité pour l'innovation française. Pour un pays, en fait, ça permet de renforcer son rayonnement et son attractivité. Son rayonnement se mesure aussi avec la capacité d'investisseurs tiers à investir sur le pays, et donc c'est un indicateur en fait économique important. Il y a également, on parle en fait de vitesse. La vitesse est permise par l'exécution. Et l'exécution, en fait, c'est le recrutement des meilleurs, on va dire, talents, en fait, et talents mondiaux. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec la crise, c'est qu'il y a une nouvelle organisation d'aller pour capter les talents. Aujourd'hui, le télétravail montre que ça a permis en fait de développer une nouvelle organisation de travail. Et du coup, l'idée en fait d'aller puiser en fait des compétences partout dans le monde et de travailler chacun de son côté est possible aujourd'hui. Pour certains types de métiers, c'est possible. Et ces meilleurs talents en fait s'attirent aussi parce qu'au capital, il y a un grand nom mondial qui crée de la confiance, qui crée aussi de la crédibilité pour que en fait, ces talents puissent être captés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de
de mon horizon. Eh bien, merci beaucoup, Chara. Donc, nous allons procéder à la deuxième personne, qui est Franck Louet. Franck Louet est le fondateur de Lifen. Il est ingénieur et entrepreneur et il avait précédemment créé une société qui est entrée en bourse au Nasdaq, qui s'appelle Criteo. Donc, mais aujourd'hui, il est orienté dans la santé. Alors, Franck va nous répondre également à la question avec beaucoup de brio. Allez-y, Franck. Brio, je ne sais pas, en tout cas, je vais tenter. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Juste pour reprendre, peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, moi, je pense qu'il faut pas confondre deux situations qui sont très différentes. Il y a une société française qui se développe et qui a des investissements qui peuvent être étrangers. Et ça, souvent, c'est effectivement c'est le signe de la réussite et c'est aussi nécessaire pour aller pénétrer d'autres géographies, quoi, aller s'étendre à l'étranger, etc. On a besoin d'aide en tant que société. Et donc, voilà, c'est signe que finalement, on a un écosystème français qui fonctionne bien, le fait d'avoir des investissements étrangers. Et puis, il y a le deuxième chose qui, pour moi, n'est pas du tout pareil, c'est des entreprises étrangères, américaines, chinoises, qui viennent en France et qui imposent un système potentiellement très disruptif pour notre système de soins. Et là, évidemment, on ne parle pas de la même chose. Du coup, autant le premier, je pense qu'il est plutôt bienvenu, autant le deuxième, il pose question. Et du coup, pour revenir sur finalement le développement de la e-santé en France, est-ce qu'on est condamné à l'exil, si c'est le thème de… moi, je suis très… je cherche le terme, mais peut-être pas prudent, mais je pense que effectivement, donc tout le monde sent bien que la santé doit se digitaliser et à marche forcée, notamment parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Alors pourquoi on n'a pas vraiment le choix? Parce que dans 10 ans, on regarde les courbes, hein, dans 10 ans, on aura 30% de plus d'octogénaires, on n'aura pas plus de médecins. Ça, on le sait déjà aussi parce que ça prend un certain nombre d'années de former des médecins. Donc en gros, on a un énorme problème qui arrive devant nous, qui est qu'on va avoir une croissance énorme, exponentielle de la demande de soins, alors que l'offre de soins est stagnante. Et du coup, les médecins qui sont déjà, et Rémi pourra peut-être le confirmer, pour certains un peu proches du burn-out, parce que voilà, ils ont tellement de travail, là, voilà, il y a une solution qui est assez évidente, et j'en vois pas beaucoup d'autres, c'est finalement d'arriver à soutenir ce système de soins avec le digital, et donc il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, il y a beaucoup d'investissements en ce moment, effectivement, dans la e-santé, dans le monde entier, etc. Et du coup, la question, c'est effectivement, est-ce que la France est un bon terreau pour développer ces sociétés-là? Typiquement, si on compare avec les États-Unis, je pense qu'il est beaucoup plus simple pour une société de se développer aux États-Unis qu'en France. Donc, on part de deux sociétés qui partent voilà, avec les mêmes équipes, la même compétence. C'est plus simple aux États-Unis. Alors, pourquoi c'est plus simple? Parce que déjà, l'accès à l'innovation en santé est plus simple. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas qu'un seul payeur d'où découle tout l'argent et qui va être assez compliqué avec un ensemble de processus contraignants pour travailler. Aux États-Unis, je peux travailler, par exemple, avec des entreprises qui sont le propre… qui proposent des services d'assurance en fait, à leurs propres employés. Donc, en fait, vu qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui font ça, je peux facilement accéder au marché. Il y a aussi les patients qui sont beaucoup plus habitués à payer eux-mêmes pour des solutions de e-santé en direct parce que le système de remboursement n'est pas aussi peut-être développé universel que l'autre en France. Mais du coup, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de guichets et d'opportunités en fait, de tester son innovation de manière relativement facile. Et le deuxième, c'est qu'on a un marché qui est beaucoup plus grand. Et du coup, sur lequel, qui est uniforme beaucoup plus grand, sur lequel on peut se développer. Et du coup, ça fait que ces entreprises-là, en fait, à entre guillemets, départ initial, elles sont sans doute plus favorisées aux États-Unis qu'en France. Et du coup, c'est voilà, les sujets, je pense, sur lesquels il faut travailler en France pour avoir un écosystème sain, c'est effectivement le financement. Et le financement, je parle vraiment du financement de l'innovation médicale. Hein. C'est-à-dire, en fait, comment on arrive à avoir des remboursements, pas que d'ailleurs pour l'entreprise, mais aussi pour les soignants qui vont être impliqués dans le soin. Typiquement, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des solutions de télésurveillance qui se sont développées.
Et les soignants, pendant la crise, ont passé beaucoup de temps à suivre des patients. Ils n'étaient pas rémunérés pour. Alors voilà, c'était un peu voilà, l'effort de guerre. Mais en tout cas, si on veut que dans le temps s'inscrivent des solutions de télésuivi patient chronique, par exemple, il faut bien qu'on ait finalement un système cohérent de financement de l'ensemble des acteurs, que ce soit des industriels qui apportent des solutions ou évidemment l'équipe de soins qui va être pluridisciplinaire potentiellement pour s'occuper de tout ça. Donc voilà, comment on finance tout ça? C'est une question qui est évidemment centrale. Si on ne la résout pas, on va avoir des blocages. Et du coup, il y a une autre question en fait qui précède la question du financement, qui est la question de l'évaluation. Comment on évalue finalement le gain médico-économique, etc., de ces solutions-là. Et ça, je pense qu'en France, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille là-dessus pour avoir une doctrine simple et efficace. Il y a le programme ETAP qui a été lancé il y a quelques années, mais qui se termine et on ne sait pas trop ce qui va arriver derrière, avec justement un manque d'évaluation de visibilité. Donc voilà, je pense que c'est un point essentiel. Comment on évalue ces dispositifs-là? Si on ne sait pas les évaluer, on ne saura pas les financer. Et donc ça, c'est des points importants. Il y a un autre point, avant que je passe, je pense à la parole à Rémi, qui, je pense, a beaucoup envie de réagir. Un autre point qui est essentiel, c'est évidemment, on est en Europe et on a très envie de faire en sorte que le marché européen soit un marché le plus unifié possible pour que les innovations qu'on porte en France, on puisse rapidement les développer ailleurs. Et malheureusement, c'est très compliqué. Si je fais une analogie, si je développe une banque, si j'ai mon passeport bancaire en fait qui me permet de devenir une banque, je peux avoir un passeport bancaire en Lituanie, en France ou en Espagne et je peux développer ma banque partout en Europe. Si je fais un service de e-santé en France, la façon dont j'identifie un médecin, c'est franco-français. Le DMP, le MS Santé, c'est franco-français. La façon de stocker les données de santé, c'est franco-français. Et quand je vais aller voir d'autres pays européens, des fois, c'est même pas au niveau national. On a la chance, entre guillemets, en France d'être au niveau national. Des fois, c'est au niveau régional. Donc, si je veux aller en Suisse, c'est dans chaque comté suisse qu'ils vont me dire attention, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, on a besoin de diminuer les frictions, en fait, les coûts, la complexité de déployer les services dans le paysage européen. Et ça, si on arrive à faire ça, ce sera un grand pas en avant pour la santé européenne et en particulier française. Merci beaucoup, Franck. Donc, avant de passer la parole à Rémi, je voulais rappeler aux participants que vos questions sont les bienvenues dans le chat. On vous remercie à l'avance de les poser. Alors, Rémi Envoy, vous êtes médecin généraliste. Donc, nous allons voir Rémi apparaître en grand à l'écran. Voilà. Rémi Envoy a été pendant 21 ans à la présidence de l'ERPS, médecin de Lorraine sous la bannière de la CSMF. Il est aujourd'hui vice-président de la CSMF. Il a été notamment l'initiateur de Liberalis, le premier intranet santé commercialisé par France Télécom, dont certains s'en souviennent. Il perdure son engagement syndical. Donc, Rémi, vous avez entendu les remarques à la fois de Chara et de Franck, et vous arrivez, et je me souviens que vous avez dit que même en France, avec toute l'e-santé française que nous avons, les outils ne sont pas forcément aussi bien adaptés aux médecins qu'on ne le voudrait. Alors, allez-y, Rémi. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Et donc, c'est vrai que moi, je voulais représenter dans un premier temps un peu le point de vue du médecin de base, parce que le médecin français est peut-être pas tout à fait aujourd'hui un acteur prépondérant dans la e-santé. Il faut, je pense que, comme les autres intervenants l'ont dit, la e-santé ne peut se porter que si elle est ouverte sur le monde. Et pour l'instant, la e-santé, elle n'est même pas ouverte sur les médecins français comme il le faudrait. Et c'est vrai qu'on part de loin dans la perception de la e-santé, parce qu'aujourd'hui, même les jeunes médecins sont encore pour une relation médecin-malade très charnelle, très tactile. Alors c'est vrai que la crise du Covid a modifié largement cette relation,
par l'introduction des téléconsultations. Et c'est vrai que le cursus des médecins aujourd'hui fait que, en intergénérationnel, le numérique en santé est quand même pas d'un niveau excellent pour les praticiens de base. Et les logiciels métiers, il faut le dire, je crois qu'il faut oser le dire, il faut que les gens soient conscients, sont quand même d'un niveau aujourd'hui qui ne donne pas envie d'aller par manque d'interopérabilité, par manque de thésaurus important, scientifique important, articulé avec ces logiciels, fait que les médecins libéraux, en tout cas, sont un peu en retrait de cette évolution, et que les outils, par exemple, connectés, même les systèmes de téléconsultation, sont encore pas très intégrés au logiciel métier. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'intelligence artificielle rentre peu, même, on en parle beaucoup en radiologie, mais dans la pratique des cabinets de radiologie, l'intelligence artificielle est peu rentrée, et seulement dans quelques centres d'excellence. Et ces centres d'excellence, en médecine générale ou en médecine de spécialité, ne représentent aujourd'hui que 20% de la population. Donc 80% des médecins, en fait, aujourd'hui, face à la e-santé, se posent encore des questions. La première, elle est simple: qui fait quoi et pourquoi? Et pourquoi on est initiateur d'un projet de e-santé? Est-ce que c'est un intérêt particulier ou un intérêt collectif? La deuxième question, c'est qui veut quoi et pour qui? Et là, c'est au-delà de l'initiateur, c'est y a-t-il des commanditeurs? Donc, c'est la convergence, c'est comment les médecins perçoivent la convergence des projets qui sont celui de l'initiateur et de commanditaire, qui s'impose aux médecins, et que le médecin ne vit pas forcément très bien. Et donc, la troisième question, qui a vraiment besoin de la e-santé? Le médecin, les établissements, les patients, les assureurs, la collectivité, les politiques. Et la dernière question qui se pose, c'est: est-ce qu'il y a une pérennité dans ce système, et qui finance la pérennité, c'est-à-dire qui offre le service? Alors, on sait, vous l'avez dit, le patient, il paye en France, dans le système français, il ne paye rien. Et donc, aujourd'hui, la dualité, c'est les assureurs, l'assurance maladie obligatoire, les AMC, dans certains cas, les collectivités, et puis le médecin. Et donc, les médecins, ils sont un petit peu moyennement chauds, puisque vous savez que dans le cadre conventionnel, en France, 60% des médecins sont dans le système conventionnel secteur 1, et qu'ils vivent ça de manière simple. Si j'investis, est-ce que j'aurai un retour sur investissement? Alors, et tout ça parce que une des grandes inquiétudes du médecin, c'est d'être déclassé. Le déclassement, on sait que ça peut toucher les cadres, et les médecins sont des cadres supérieurs. Et ce risque de déclassement fait que les médecins deviennent réticents. Alors aujourd'hui, pourquoi on était réticents? Parce qu'en fait, on ne connaît pas l'offre, et c'est difficile. Aujourd'hui, on voit des startups qui apparaissent, plein de projets, etc., mais on n'a pas cette connaissance de l'offre. On a une intégration difficile des offres dans l'environnement professionnel. Il y a une problématique importante, c'est que la e-santé, ce n'est pas inné, et qu'il y a un défaut de formation. Et que si un industriel, un projet de e-santé ne prévoit pas un accompagnement dans la formation, il n'y aura pas d'évolution dans le domaine en santé. Et je le dis même pour les jeunes, parce qu'on croit que finalement les jeunes sont plus dégourdis. Quand on a des internes, etc., dans les cabinets, on se rend compte qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Et donc, il y a un défaut de formation qui est patent. La problématique de l'interopérabilité qui doit être vraiment développée. Et c'est vrai que on se dit, voilà, j'ai investi pour un petit appareil connecté, etc. Demain, quand il sera en panne, est-ce qu'il faudra encore reprévoir quelque chose des évolutions? Et il y a donc une peur de l'obsolescence pour certains produits, et on voit certaines applications qui sont passées en météore, et puis finalement qui disparaissent. Et finalement, les médecins disent, bon, pourquoi
y aller, alors que finalement, ça a déjà disparu. Et puis, il y a une question un peu mercantile, c'est le partage de la productivité qui intéresse les médecins. Si j'investis, finalement, est-ce que j'ai vraiment un retour sur investissement dans mon cabinet? Alors, quand on s'élève un petit peu du débat, c'est-à-dire que quand je reprends mes fonctions syndicales de vice-président de la CSMF, vous savez que la CSMF, et on a dans la salle Olivier Collin, qui est le président de la MIMS, on a voulu effectivement entraîner, et on prévoit d'intéresser les médecins à l'évolution, à les faire rentrer dans cette évolution de la e-santé. Et le rôle du syndicat est effectivement de rencontrer les acteurs pour aider les médecins à identifier les services, à garantir la pérennité des solutions et aider les partenaires à définir le modèle économique que le médecin peut accepter, en tout cas pour le marché français, à garantir la formation professionnelle, aussi bien au niveau des facultés qu'au niveau des cabinets libéraux. C'est donc tout l'intérêt pour lequel nous, la CSMF, on est parti, et un certain nombre de partenaires sont là, dans la maison de l'innovation pour que les médecins demain s'y retrouvent avec des solutions vraiment innovantes qui leur rendent service et qui leur apportent une plus-value et qui, dans certains cas, permettra effectivement une remise à niveau, parce qu'il faut appeler un chat, des honoraires médicaux. En France, vous savez qu'on est dans les pays leaders de la communauté médicale européenne, on est en bas de l'échelle des rémunérations. Voilà ce que je voulais dire en première approche. Très bien, merci beaucoup Rémi. Nous avons justement eu puisque vous citez l'Europe, nous avons eu une question de la salle à propos des accords au niveau de l'Europe. Est-ce que, Shara, vous avez la possibilité de répondre à cette question sur le niveau de coordination concernant la santé qui peut être effectué à l'échelle européenne? Votre microphone. Il y a la santé et la santé numérique, en fait. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai que sur la partie santé numérique, c'est très par pays, en fait, que ça se décide. Donc, il n'y a pas de coordination à ce stade, mis à part, en fait, le RGPD, de coordination à l'échelle et puis bon, tout ce qui est production, décision en fait du prix des vaccins, etc. Ça se fait à l'échelle plutôt européenne. Il n'y a pas en fait pour l'instant de décision plus coordonnée. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, c'était la question de Jean-Michel. Alors, c'est vrai que la pandémie a mis le doigt sur pas mal de sujets en fait de souveraineté. Et donc, typiquement, en fait, tout ce qui est production, etc., même des fois la liberté sur la donnée, même la donnée, on va dire, patient, alors que c'est le RGPD qui devrait réguler. En fait, voilà, la souveraineté est, en raison de l'urgence sanitaire et voilà, les priorités. Voilà, bon, nous avons donc répondu à cette première question. Nous avons quelqu'un parmi les participants, Olivier Collin, qui voudrait faire un très court témoignage de son expérience en santé dans l'aide du développement des entreprises françaises aux États-Unis. Est-ce que nous pouvons ouvrir le microphone d'Olivier Collin? Normalement, il est ouvert. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, je vous en prie, Olivier. Bon. Bonjour. Alors d'abord, ce n'est pas le président de la Maison de l'Innovation de la médecine spécialisée qui parle, et vous savez que dans nos partenaires, nous avons Medaville, et ensuite, mais c'est plutôt l'ancien représentant de la Chambre franco-américaine de Houston pour la France. Et pendant 9 ans, j'ai favorisé
le développement des startups françaises, ça c'est plus particulièrement à Houston. Et quand on disait est-ce qu'il faut avoir peur de l'exil de nos startups, moi je ne crois pas, parce que pour avoir rencontré vraiment de nombreux entrepreneurs, pas seulement dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, je pense que très souvent, il y a d'abord une volonté qui est importante, c'est de vivre un autre état d'esprit. Il n'est pas forcément mieux, mais en tout cas, cette culture de l'aventure est un élément important. La seconde chose, je pense que les entrepreneurs français, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, et d'ailleurs ça a été un des fondements de la création de la Maison de l'Innovation, apprécient beaucoup ce métissage intellectuel. C'est-à-dire que même quand on parle de santé, on n'a pas besoin de faire partie du monde de la santé pour pouvoir investir dans le monde de la santé. C'est-à-dire qu'on va parler d'égal à égal en fonction de l'intérêt, du financement qu'on peut apporter à un développement. Et ça, ce métissage intellectuel fait souvent le bonheur des investisseurs ou des jeunes entrepreneurs français. Le troisième point, c'est que naturellement, pour pouvoir réussir aux États-Unis, on parlait de souveraineté tout à l'heure, en tout cas du côté du Texas, c'est quand même très protectionniste, il ne faut pas rêver. Et c'est absolument indispensable d'avoir un partenaire américain qui vous permet, en termes de financement, de pouvoir vous ouvrir au marché US, d'abord parce que pour les normes de santé, entre autres, mais pas seulement, c'est beaucoup plus facile. Mais surtout, c'est que vous remarquez que quand une start-up française va se développer avec un partenaire américain aux US, d'abord, lever des fonds est une démarche plutôt facile, si le produit est bon, bien évidemment, et si les hommes et les femmes qui le portent le sont aussi. Mais surtout, c'est que je pense que c'est un excellent endroit pour conquérir le monde en règle générale. Pour bien connaître Houston, où moi-même j'ai créé une entreprise en 2001, nous avons le plus grand hôpital de la planète, 3 chiffres clés, 100 000 collaborateurs, 50 000 étudiants et 7 millions de patients. C'est un creuset d'innovation technologique et organisationnelle, et c'est naturellement un lieu de référence pour toute la planète. Et je pense que c'est plus facile de conquérir la planète à partir de certains territoires que d'autres. Et moi, je n'ai pas peur, parce que quand je vois, et d'ailleurs ces démarches-là, nous les faisions naturellement en partenariat avec le consulat de France de Houston, en fait, tous ces créateurs français, quand vous regardez les histoires 10, 15, 20 ans après, ils ont toujours une dette envers la France et ils reviennent. Et ce sont souvent de très, très bons ambassadeurs pour notre pays. Donc, n'ayons pas peur de ça. Et naturellement, ce que je suis en train de vous décrire, eh bien, la Maison de l'Innovation et de la Médecine spécialisée, avec Medavis, avec la CSMF entre autres, eh bien, développera ce genre de développement dès le mois de janvier, puisque notre premier voyage sera en janvier à Houston pour faire en sorte que nos startups santé, puisque nous avons d'excellents réseaux là-bas, puissent se développer plus facilement. Mais n'ayons pas peur. Merci Olivier pour votre témoignage. J'ai une question, donc je vais vous laisser. Voilà. J'ai une question pour Franck Louet, qui vient des participants. Est-ce que, à votre avis, les entreprises françaises doivent s'associer aux grands groupes étrangers pour espérer rester à la tête du marché national? Est-ce un souhait de la part de votre start-up, d'autres start-up que vous rencontrez? Ouais, une fois de plus, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le souhait des entreprises françaises d'aller à l'étranger et de développer, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, c'est très bien. Et puis après, il y a comment est-ce que la France est un bon terreau pour développer la e-santé, qui est finalement moins dépendante des startups et plus dépendante finalement de l'écosystème, de financement, de distribution d'applications, etc. Voilà. Et je pense que on peut progresser pour que la France soit un terreau plus fertile. Et si le terreau de la France est plus fertile, on aura naturellement plus d'entreprises qui seront en capacité d'aller s'exporter à l'étranger. Et donc pour moi, ça c'est un des enjeux forts, c'est d'arriver à faire en sorte que on arrive à faire des champions français en France déjà, avant qu'eux-mêmes aillent chercher ailleurs à s'exporter. Donc après, pour répondre à la question sur est-ce qu'il faut travailler ou pas avec des entreprises étrangères,
Moi, j'ai pas de, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Bon, ça dépend de l'intérêt business, quoi. Ça dépend du cas d'usage, hein. Donc là-dessus, je pense que le pragmatisme est souvent bienvenu. Donc voilà, faut voir selon les cas de figure, quoi. Il y a une autre question du public qui est est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler de la différence entre le ROI financier et le ROI en santé? Est-ce qu'on peut avoir un produit, une start-up peut trouver un produit qui n'a pas de ROI et qui pourtant apporte quelque chose et vice-versa? Franck? Moi, je peux en parler. Il y a plein d'exemples, mais c'est ça qui est, alors, justement, c'est ça qui est un des verrous très très fort de la e-santé, notamment en France. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. En gros, donc en fait, il y a un catalogue d'actes répertoriés et en fait, le soignant, en fait, il est payé, ou l'hôpital est payé pour un acte terminé. Donc, si vous faites quelque chose qui n'est pas dans ce catalogue-là, qui ne peut pas être approché d'un acte répertorié, bah déjà, en fait, c'est compliqué. Et pire, si vous faites quelque chose qui évite un acte, par exemple, là, je peux vous citer l'exemple d'une startup qui s'appelle Monakea, en fait, qui fait des sondes qui permettent d'analyser les cellules plutôt que de faire des biopsies, ils analysent les cellules directement à l'intérieur du corps et ils évitent en fait des chirurgies. Formidable, enfin, l'intérêt thérapeutique, etc., extraordinaire, mais éviter une chirurgie, vous allez dire ça à un chirurgien, il ne va pas être content. Et tant que cet acte-là, qui n'existe pas du coup au catalogue, n'a pas été proprement codifié et rémunéré, ben, en fait, peu importe l'intérêt thérapeutique ou économique de l'innovation, bah, il aura du mal à se développer. Parce qu'en gros, on est tous finalement, au final, il faut que ça rentre dans une case, quoi. Et donc, tout ce qui ne rentre pas bien dans les cases, on parlait tout à l'heure de coordination des soins, bah ça, typiquement, ça ne rentre pas bien dans les cases, quoi. Parce que, et donc, ça, c'est justement, c'est les vraies questions qu'il faut se poser au niveau d'un pays comme la France, c'est comment on arrive à supposer que ces innovations soient réelles, hein. Donc là, il y a vraiment une question d'évaluation, mais à supposer qu'on ait un gain démontré, soit pour voilà, la chance de survie du malade ou autre chose, bah, comment on arrive à faire en sorte que ces évolutions puissent pénétrer le marché et apporter de la valeur pour tout le monde. OK. Alors, Shara, peut-être pour vous cette prochaine question. Comment la start-up française moyenne fait-elle pour passer à l'échelle européenne? Quels sont les outils à sa disposition, les accompagnements, les possibilités en dehors de son propre travail de recherche? Le micro. Alors, c'est aujourd'hui un peu difficile hein, pour la start-up en e-santé, pour, on va dire, son go-to-market, et puis en fait ensuite le go-to-market dans de nombreux pays européens, et donc du coup, ce qu'on peut appeler un changement d'échelle réel au sein de l'Europe. Alors, avant de dire qu'est-ce qui existe, on va juste dire en fait qu'est-ce qui l'empêche de faire ce mouvement. L'entrepreneur en fait est très isolé aujourd'hui. Il travaille en fait beaucoup en sous-marin pour plein de raisons, parce que une société en santé numérique est souvent issue des territoires et pas d'un laboratoire, etc. de recherche, c'est pas en fait de la recherche académique, et donc avec un chemin complètement tracé. Et passer en fait du territoire à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle européenne, c'est un travail qui est extrêmement fastidieux. Et il a lui-même, comment dire, travaille sur des sujets en fait qui ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle, et donc du coup a tendance en fait à être travailler très en sous-marin avant de sortir du bois.
De son côté, en fait, quand on regarde, on fait un zoom sur sa typologie de clients, ce sont des clients en fait, qui travaillent beaucoup sur des verticales, sans vision claire en fait, de la chaîne de valeur, ce qui par ricochet en fait, impacte, on va dire, l'ambition et la force de la proposition de valeur de la société portée par l'entrepreneur. Donc, deux sujets en fait compliqués. Troisième sujet compliqué, c'est l'accès au marché avec toutes les problématiques dont a parlé Franck. Et associé à ça, en fait, un besoin en fait, de conduite du changement pour que tout ça soit fluide et puisse en fait se développer sans encombre. On s'est rendu compte que l'apport en capital n'était pas suffisant sur le sujet santé numérique et sur ce positionnement vraiment à 18 mois du go-to-market pour les startups. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau modèle de valorisation qu'il fallait un peu inventer. Et c'est pour ça qu'on a créé avec l'Université de Paris un incubateur de go-to-market, d'accompagnement des entrepreneurs et également en fait de maillage avec une communauté de donneurs d'ordre assez tôt dans la vie du projet, c'est-à-dire à 18 mois de son accès, pour en fait fluidifier en fait sa roadmap. Donc les outils sont évidemment cet incubateur qui lance des appels à projets tous les 6 mois. Il y en a un en fait qui s'arrête ce soir, donc j'invite en fait les entreprises à candidater. Bon, il y en a tous les 6 mois, hein, donc c'est le prochain est dans 6 mois. Il y a aussi donc du capital par fonds passifs autonomes que je dirige, mais pas que. Il y a d'autres fonds en fait qui sont positionnés sur la série A. Il y a des financements aussi, des aides en fait pour aussi aider le projet avant de lever sa première série A. Donc voilà, l'objectif premier, c'est vraiment de sortir de l'isolement, sortir de sa verticale, aller rencontrer très vite les clients. Et la grande problématique du changement d'échelle, ce que disait Rémi, est assez criant en fait, hein, et c'est une particularité probablement française, c'est le silo existe au sein même des établissements de santé et aussi entre la ville, l'hôpital, entre les régions et Paris, bref, tout ça fait que pour être fluidifié, il y a besoin en fait, c'est vrai, d'interopérabilité, la DNS est en train de lancer ça, mais pas que. Il y a besoin en fait de rencontres, de comprendre, on va dire vraiment la typologie de ces mondes qui sont cloisonnés. Bref, voilà. Merci, Chara. Il y a plein de questions qui arrivent, c'est absolument super. Donc, j'en ai une pour Rémi. Rémi, comment voyez-vous et quelle est la réglementation autour de toute la question de la création de start-up par des médecins qui continuent d'exercer? Et si, par exemple, un médecin voulait créer une start-up et inviter les médecins qui participent à participer au capital du start-up et être utilisateurs, est-ce que tout ça peut se faire, si vous le savez, aujourd'hui, ou est-ce qu'on arrive à la limite à la fois éthique et réglementaire? Non, ça se fait. Il y a beaucoup de projets qui partent d'initiatives de médecins libéraux ou de médecins hospitaliers. Donc, souvent avec les médecins hospitaliers, quand même, derrière, il y a le CNRS, où il y a, pour le background technique, il y a de l'articulation avec les facultés. Après, il y a des projets de recherche aussi de l'INRS qui sont fléchés pour donner la taille minimum. Et après, c'est vrai que ça s'ouvre. C'est là que des fois, on est à la limite un peu de l'intérêt privé et de l'intérêt collectif quand le médecin est hospitalier. Parce qu'il travaille pour qui? Pour lui ou pour l'établissement, quoi, hein. Je veux dire que c'est le problème des demi-journées, hein. Il faut savoir que normalement, un praticien hospitalier a droit à 2 demi-journées ou peut utiliser à sa convenance. Mais des fois, devant la taille des projets, et on le voit bien, nous, dans la rapidité de certaines applications qui sont proposées, par exemple dans la région, en Lorraine, pour le suivi de la cancérologie, etc. On se dit, le gars, il ne travaille pas
il passe son temps à faire ça, quoi. Il n'y a pas de miracle. Donc, après, souvent, les gens, pour grossir, se retournent quand même vers des vrais partenaires financiers. Moi, personnellement, je n'ai jamais été sollicité, vraiment. Et c'est vrai que bon, souvent, ils vont aussi à la région Grand Est, par exemple, finance certains projets, etc. Donc, il y a eu des projets numériques en santé des territoires qui ont financé. Après, on voit que s'il n'y a pas un apport financier d'établissements bancaires structurés, ces projets, finalement, ne vont pas très loin et les applications ne se développent pas beaucoup. Donc, il faut, après, à un moment donné, avoir qu'il y a un lien avec le tissu, je dirais, industriel et bancaire qui se fait pour donner de la pérennité, quoi. Shara, il y avait une question aussi du public. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de l'incubateur dont vous parlez avec le micro? Bien sûr. Alors, le nom, c'est université. Alors, c'est incubateur pour entrepreneurs en santé numérique de Université de Paris, Fondation Université de Paris et BPI France. Donc, il a été lancé le 12 octobre dernier. Donc, une autre question qui vient du public concerne l'idée de créer un projet, par exemple, le partage des datas à travers les pays, comme par exemple une chose qui existe qui s'appelle Gaia X. Est-ce que nous pensons, Denise, c'est peut-être une question que Franck pourrait traiter, puisque votre start-up collecte énormément collecte des données, des échanges. Est-ce que vous avez cherché à étendre ce type d'organisation de partage à l'étranger? Oui, donc GaiaX, c'est une initiative européenne pour le stockage, et on parle beaucoup de souveraineté des plateformes de stockage de données. Ça, c'est bien, mais ça répond pas du tout à l'ensemble des questions. Par exemple, tout ce qui est il y a plein de questions métiers en fait à la santé. Par exemple, en France, on a le répertoire RPPS des médecins. En fait, c'est là où c'est un répertoire où on liste l'ensemble des professionnels de santé. Chaque pays ou chaque région va avoir son système différent. Et bon, on peut dire que c'est plus ou moins normal, mais en tout cas, la santé, c'est quelque chose de très local en fait. On ne pratique pas la médecine de la même manière en Espagne, en France, en Angleterre, où il y a la NHS qui est prépondérante, ou en Allemagne. Et donc, voilà, et quand des pays, par exemple comme l'Allemagne, donnent autorité aux régions en fait de régler beaucoup de problématiques de santé, ben, ça veut dire que même au niveau d'un pays, en fait, ils ne sont pas capables d'harmoniser les choses parce qu'en fait, telle région va dire, bah, tiens, pour stocker les données de santé, voilà les règles, et une autre région va donner des règles différentes. Donc, on voit que arriver à faire ça au niveau européen, on a un long chemin à parcourir parce que déjà, il ne faut pas passer le niveau régional au niveau national et puis après au niveau européen. Donc, ça reste malheureusement extrêmement compliqué, semé d'embûches et extrêmement local. Est-ce qu'il y a une autre question intéressante? Je ne pense pas qu'il y ait au niveau national, mais la question est comment faciliter la rencontre entre les profils d'entrepreneurs et les problématiques santé apportées par les établissements de santé, par exemple. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est que des entrepreneurs ont des idées et ils approchent des hôpitaux où ils pourraient avoir des contacts ou par des incubateurs, mais il n'y a pas une sorte de boîte à lettres nationale où on annonce la liste des besoins des hôpitaux et on fait un appel à start-up. Est-ce que quelqu'un peut traiter cette question sur comment on pourrait matcher les start-upers et les hôpitaux ayant besoin de start-up? Moi, je peux peut-être un peu répondre à ça. C'est justement une des choses qu'on essaie de faire chez Lifun, en fait. C'est de faire une plateforme qui permet de diffuser
tout un tas d'innovations au plus grand nombre de médecins et d'hôpitaux. Et donc, on a des premières applications là qu'on a annoncées. On a 7, je crois, qui sont annoncées, qu'on va aider du coup à pénétrer le marché. En fait, pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, là encore, contrairement à d'autres secteurs économiques, finalement, où, par exemple, si je vais prendre un exemple, hein, mais si je fais un jeu vidéo sur mon téléphone, je le mets sur l'App Store et j'ai 2 milliards de personnes qui peuvent jouer à mon jeu vidéo. Si je fais une app de e-santé, une fois que j'ai fait l'app de e-santé, en fait, j'ai fait 1% du job. Parce qu'en fait, il va falloir que j'aille voir les médecins un par un, enfin, les médecins libéraux, les hôpitaux un par un également. Et une fois que j'ai par exemple l'accord d'un hôpital pour travailler, ben après, il y a tout un tas de processus d'intégration de données. Par exemple, je veux la liste des patients de l'hôpital, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. En fait, pour faire ça, en fait, il faut 6 mois, 9 mois de gestion de projet par hôpital avec des systèmes qui sont on-premise, donc rien n'est réplicable, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des freins immenses en fait pour l'innovateur. Et donc nous, en fait, justement, on essaye de mutualiser ces choses-là pour que chacun n'ait pas à réinventer la roue constamment et qu'on puisse mutualiser des moyens pour aller plus vite et avoir du coup un écosystème de e-santé plus liquide, avec plus d'innovation, moins de freins, du coup peut-être des coûts plus bas également pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, moi, je vais poser une question un peu provocante à Rémi. Donc, je pense que le médecin se doit de choisir toujours les meilleurs outils, les meilleurs médicaments, rendre le meilleur service à ses patients. Donc, par cette logique-là, et de même que les médicaments sont majoritairement non français, les dispositifs médicaux sont majoritairement non français, il serait logique que l'e-santé suive. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix essayer de faire contre cette tendance et qui est une question mathématique? Non, je crois que l'effet démographique, quand même, fait que aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80 ou 90 quand je me suis installé, où on était beaucoup trop nombreux. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, en fait, moi, je fais partie encore des gens qui disent on ne manque pas de médecins, il faut mieux les utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une sérénité professionnelle et un cadre d'exercice qui permet d'exercer correctement un niveau de rémunération, à ce moment-là, le médecin va vers l'innovation, va vers la fluidité dans le parcours de soins. Donc, il faut en fait rendre les médecins heureux. Et aujourd'hui, dans le système contraignant, etc., les médecins ne s'y retrouvent pas forcément. Donc, il faut le moteur, c'est bien de redonner des compétences, de changer aussi l'état d'esprit des médecins pour qu'ils aillent d'une part vers une pertinence absolue, qu'on leur donne les moyens de se former à l'innovation. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, l'assurance maladie a plutôt tendance à se désengager du soutien à la formation. Pendant longtemps, c'était les laboratoires qui avaient ce rôle-là, qui favorisait les congrès, etc. Donc aujourd'hui, toute cette vie intellectuelle des médecins s'est un peu appauvrie. Les réunions Zoom avec le Covid ont fait qu'effectivement, il y a eu des initiatives pour des mini-formations. Les formats des formations ont changé. Mais on doit aller vers ça et rendre, je pense qu'un cadre contraignant, aller obliger les médecins un peu, c'est pas très populaire, mais je pense qu'il faut donner un cadre contraignant dans la mise à jour des compétences des médecins pour que justement les patients aient droit à toute cette innovation. Et donc, c'est l'intérêt aussi du parcours entre médecins généralistes et médecins spécialisés et centres de référence. Mais là encore, pour les centres de référence, ce n'est pas forcément que des centres de référence publics, ça peut être aussi des centres de référence privés. Oui, donc plus de formation pour que les médecins puissent faire les bons choix et avancer dans l'e-santé, quelle que soit son origine. Je voudrais remercier Vincent Galland qui a
indiqué dans le chat l'URL Coalition Next, qui en effet est important parce que ce regroupement recense les besoins et donc et a conduit au financement, toujours selon le chat, de 18 projets pour 2,5 millions d'euros, répondant aux besoins de plus de 40 hôpitaux et touchant plus de 60 000 patients, donc une très belle initiative. Donc, une dernière question pour Shara, avant de donner la parole à Stéphanie. Donc, Shara, si vous deviez avoir un conseil, vous croisez énormément de startups françaises de l'e-santé, et nous savons qu'il y a beaucoup de talent, est-ce qu'il y a une chose ou deux que font mieux les startups que vous finissez par financer que d'autres? Est-ce qu'il y a une recommandation pour ceux qui sont dans la salle, dans la salle virtuelle et qui veulent avancer leur start-up? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux, selon Shara, qui brasse énormément de projets? Moi, je regarde des projets à un moment en fait, où on va dire le jugement sur l'équipe, sur les gens, représente plus de 50% du projet. Parce qu'on est dans une étape où on ne sait pas de quoi va être l'avenir. Et voilà, on achète un projet sur le papier pour beaucoup, même s'il y a en fait quelques preuves. Mais c'est une intuition très personnelle des gens qui se fait également. Je dirais en fait la première chose, c'est ne pas avoir peur. D'abord, ne pas avoir peur des autres, ne pas avoir peur de grandir, et puis voilà, surtout qu'on vit dans une époque un peu particulière, mais il ne faut pas avoir peur, au contraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi savoir s'entourer. Savoir s'entourer, savoir partager, savoir que le succès, en fait, dépendra d'un groupe dont, je mets dedans les investisseurs dans ce groupe, dont le leader est un peu, en fait, le fondateur. C'est le leader du groupe. Donc, du coup, savoir s'entourer sur tous les étages, et puis être honnête. Être honnête sur la difficulté, ne pas tout attendre des autres, un peu comme dans un mode un peu je suis un peu je suis pris en charge, quoi. C'est pas être dans cette mentalité, sortir de ça et on va dire agir aussi, voilà, ne pas être dans un côté un peu victime. Voilà, il faut provoquer les choses, être généreux également. Voilà. Donc, merci, Shara. Je pense que nous avons vu qu'il y a énormément encore de travail à faire entre les silos, même si chacun essaie d'aller vers l'autre. Nous sommes pris au quotidien avec chacun ses prérogatives, le start-up, la banque, le praticien et les patients. Nous n'avons pas oublié les patients, même s'ils n'étaient pas à cette table. C'était constamment dans notre réflexion. Je réponds à un des commentaires dans le chat et nous espérions qu'une association de patients allait poser une question particulière. Mais je crois que médecins et patients, j'ai essayé dans les questions à Rémi de refléter l'intérêt du patient puisque nous faisons tout cela pour lui. Et comme c'est Stéphanie Hervier qui a ouvert la réunion et que c'était son idée de traiter ce thème, je vais lui donner la parole pour conclure. Merci Denise. Donc, merci vraiment à nouveau à chacun pour la qualité de ce que vous avez partagé aujourd'hui. Peut-être le mot de la fin, en fait. Moi, j'ai aussi envie de revenir sur notre expérience de Medavis. Depuis qu'on existe, Medavis, on a créé la société en 2014. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que la e-santé, c'est quand même fortement structuré en France. Pour l'anecdote, en 2014, la télémédecine, c'était un gros mot.
c'était quasiment un gros mot. On était plus ou moins bien reçus par les acteurs de la santé au sens large. Aujourd'hui, c'est clairement une pratique qui est rentrée dans les mœurs et en plus qui a été mise sous le feu des projecteurs avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que ça a été mis sous le feu des projecteurs pour les soignants et également pour les patients. On voit aussi en parallèle que les pouvoirs publics se sont emparés du sujet, poussent au développement de la e-santé en France. Ils proposent une doctrine pour que les startups s'alignent d'un point de vue technique, favoriser l'interopérabilité. Moi, je suis convaincue en plus qu'à la fin, non seulement ça sert l'organisation, la coordination des soignants, et surtout à la fin, ça sert le patient et le soin du patient. L'enjeu demain, ça reste quand même la question des champions. Qui sont aujourd'hui les champions de la e-santé en France? Qui seront-ils demain? Je pense qu'il y a une vraie question aussi sur demain, quelle est la place des industriels de tout type, quelle est la place pour des partenariats entre industriels, entreprises de la e-santé pour passer à l'étape supérieure et vraiment, enfin, l'enjeu financier, il s'élève, je pense, même à des centaines de millions d'euros si on parle de champions européens. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé, à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Effectivement, juste pour rebondir, Denise, une des questions remontées concernait les patients. Parce qu'encore une fois, c'est eux les premiers concernés. Donc, j'invite celui ou celle qui ont commencé à échanger sur le sujet à organiser un prochain webinaire pour pouvoir s'attacher à ce point. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.